قلت له يا قلب جوز عن درب الهوى ما ردني ثار القلب مذبوح لخلة حلو المعاني وصفها ما بين كل الناس وجه صبوح الطول ميسن والبراءة مورده وجعود شقر والعيون تفوح لخلة حلو المعاني وصفها ما بين كل الناس وجه صبوح الطول ميسن والبراط موردي وجعود شقر والعيون تفوح يا صاحبي يا صاحبي يكفي هجركم يمنأ دمع الهجر عوم سفينة نوح يا صاحبي بدري ليالي فراقنا يفاك مالي والقلب والروح. Ok, je suis palestinien, je cherche un pays. Je vais où? La Turquie? Fermé. Irak? Fermé. Ok. L'Égypte? Oui. Merci. Ok, je ne me suis pas installé en Égypte, mais en été 2013, j'ai eu la même bonne idée de voyager aux Émirats Arabes Unis pour passer mes vacances avec ma famille. Changement politique et fermeture de frontières pour les Syriens et bien sûr pour les Palestiniens. Ok, je suis palestinien, je cherche toujours un pays. Je vais où pour l'instant? Je vais où? Canada? Refusé. Australie? Refusé. La France? Ah oui, je vais vivre en face de la Tour Eiffel. Ah oui, en fait tout est trouvé à Moissy Cramayel. Ah oui, vous savez c'est où? Ah oui, c'est sur le RERD. Je voudrais savoir si ma camarade qui est sur scène aujourd'hui est capable de s'intégrer en France ou non. Bonjour, monsieur la France. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Aya, j'ai 20 ans. Je suis arrivée en France le 21 août 2014 à 23h47, je me souviens très bien. Et moi, je viens d'une petite ville au nord de la Syrie qui s'appelle Ma'alat al-Naman. Et maintenant, je suis étudiante en mathématiques et informatique à Paris Descartes. Quand je suis arrivée en France, je savais dire que 3 mots en français. Bonjour, pardon et je m'appelle. Et qu'est-ce que tu peux faire pour t'intégrer en France? J'ai mis beaucoup de temps à apprendre à prononcer les voyelles en français. A, E, I, O, U, A, en, et aussi la prononciation de la lettre P, car simplement en arabe on n'a pas la lettre P, on n'a que la lettre B. Et pour cette raison, les Arabes, au lieu de dire Paris, ils disent Paris.
Mais nous, les Arabes, on vous a préparé des lettres pas mal à prononcer pour les Français. Comme A, H, Q, B et V. Et en arabe, il y a un prénom qui se prononce Al-Qaqa. Est-ce que tu sais dire les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Mais non, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Les chaussettes Les chaussettes du l'archi du l'archi duchesse sont-elles sèches sont-elles sèches ou archi-sèches? ou archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches. Mais, les chaussettes du l'archiduchesse sont-elles sèches ou Mais non, archi-sèches? c'est trop difficile. À l'école, j'ai appris que Hafez al-Assad, qui est le père de Bachar al-Assad, j'ai appris que lui, il était le père de mon père. Du coup, logiquement, il est mon grand-père. Et à l'école, on l'appelle le leader immortel Hafez al-Assad. Et je croyais tout ce qu'on me disait à l'école et on n'a jamais parlé de la politique à la maison. Quand la révolution syrienne a commencé, j'avais entre 16 et 17 ans. La première fois que j'ai manifesté, ce n'était pas contre le régime. C'était contre les policiers qui ont torturé les enfants à Daraa, juste parce qu'ils ont écrit « liberté » sur les murs de l'école. Un jour, les policiers nous ont empêchés de sortir de l'école pour aller manifester. Moi, je pensais que les policiers, ils étaient là pour nous protéger, quoi. Oui, à un moment, j'ai commencé à dire « liberté », « hurriya » en arabe. Il y avait un policier de Mukhabarat qui s'est tourné vers moi, qui m'a regardé et m'a dit « Hafez al-Assad a réussi à couper la langue de la génération de tes parents, mais son fils n'a pas su faire pareil avec toi. Regarde, si tu continues, ta valeur pour moi, ce n'est que une balle de mon fusil. » Ce jour-là a vraiment changé ma vie. Je me suis rendu compte que tout ça était un très grand mensonge et j'ai compris pourquoi mes parents n'ont jamais osé à me parler de ça. ده اللي صار وادلت ملكش حق ملكش حق تلوم علي تلوم عليا زي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش بإيدنا واللي عن أشياء يفيدنا وبعدها ابقى لوم علي أهو ده اللي صار وادي ملكش حق ملكش حق تلوم علي
Donc voilà, ouais, on se rencontre dans le cadre de cette formation que Amar et moi on fait au CNAM autour d'un cours qui s'appelle les fondements anthropologiques de l'action culturelle. Et le but de notre travail, c'est de construire une méthodologie d'observation anthropologique des pratiques de la création et en l'occurrence des liens qu'elles peuvent créer avec l'action socio-culturelle. Donc par rapport aux projets dans lesquels tu t'es engagé, peut-être tu peux déjà commencer par te présenter, nous raconter un peu ce que tu fais et les projets dans lesquels tu t'engages en ce moment. Alors je suis Aurélie Ruby. Moi j'ai une formation de comédienne et depuis peu je fais aussi de la mise en scène. D'accord. Ces 2 dernières années, j'ai travaillé sur un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Winter Guest, expérience d'exil. Les invités de l'hiver. Les invités? Les invités de l'hiver. Les invités de l'hiver. Qui a un titre à la fois poétique et qui a du sens par rapport aux révolutions arabes, au printemps arabe et à l'hiver, qui est venu après, quoi. C'est un projet en fait que j'ai monté avec des jeunes réfugiés syriens. Des jeunes réfugiés syriens, des jeunes Syriens réfugiés. Dès ce moment-là déjà, au niveau des mots choisis, ça peut créer quelque chose. Bien sûr. J'ai commencé par parler des réfugiés syriens et après je me suis dit non, il faut que je dise des jeunes Syriens réfugiés. Pourquoi ? Parce que réfugiés, notre but c'était de dire qu'en fait réfugié c'est pas une identité. Réfugié c'est pas une identité. Et du coup, dans ce contexte-là, comment tu as construit dans ta démarche les liens entre ces problématiques et la démarche de création artistique, en l'occurrence en ce qui te concerne autour du théâtre? Alors, on est en novembre 2014. Ouais. Moi, je propose à une association de mener un atelier de théâtre par lequel les jeunes peuvent parfaire leur apprentissage de la langue. Par le biais du théâtre. Ça, c'est la genèse. Ouais. Ensuite, je leur propose assez rapidement de présenter un travail. Ouais. Fait à partir d'improvisation et à partir de textes que j'écris ou avec eux ou à partir d'eux. D'accord. Qui va refléter l'histoire collective et individuelle. Et alors, par rapport à ça, comment tu aurais envie de répondre à la question, selon toi, à quoi peuvent servir les pratiques de l'art et de la culture, au service de quoi elles peuvent être mises? Le théâtre est bon pour tous les êtres humains, quelque part. Le théâtre, c'est un art de l'instant. Ouais. C'est un art de l'expérience. C'est peut-être un des derniers endroits réels d'expérience. Ou en tout cas, c'est la dernière vertu qu'il peut réellement avoir dans une société où on peut aller au cinéma, où on peut regarder des vidéos sur YouTube. Finalement, pourquoi le théâtre existerait encore? Si ce n'est à cet endroit de créer un espace d'expérience. C'est-à-dire que tout d'un coup, des personnes sont réunies dans un même lieu pendant un certain temps. Et là, dans cette expérience de Winter Guest, ceux qui sont sur scène, qui prennent la parole, sont ceux qui sont invisibles et qui n'ont pas de voix dans l'espace public. Est-ce que c'est pour toi une fin en soi ou au contraire un moyen de dire aussi d'autres choses ou d'expérimenter une manière de construire de la relation entre êtres humains autrement avec cet apport supplémentaire que la pratique de l'art permet? L'art touche toujours à un endroit d'humanité.
Et c'est cet endroit d'humanité qui est à la fois le point de départ, le point d'arrivée, le vecteur, le moyen, et l'outil, c'est le théâtre, c'est l'art. Mais l'art, c'est un vecteur d'humanité, c'est un passeur d'humanité. Et du coup, dans cette expérience que tu as vécue de ce projet... Je ne réponds pas aux questions. Yes. Si, carrément. Non, mais tu vois, pour les Syriens, pour les jeunes Syriens... Du coup, aussi, comment ces processus se construisent. Tu vois, bon, après, tu vois, moi, j'ai mon point de départ. L'initiative, la question de l'initiative est intéressante. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire de l'initiative, de là où est l'initiative dans ce projet-là, qui est une vraie question du comment ces processus se mettent en œuvre. C'est aussi la question du témoignage. C'est quoi leur histoire à ces gens-là? Y a quoi derrière ce mot de migrants, de réfugiés, de demandeurs d'asile, tout ça? C'est qui? Moi, mon désir, c'était un désir de construction de société ensemble, en fait, quelque part. C'est-à-dire, eux, ils ont l'immense responsabilité de monter sur scène, de jouer une matière qui leur est propre. Et moi, je suis quelque part la passeuse, la traductrice de cette histoire. Et très concrètement, quand tu arrives dans un pays, quand tu es syrien aujourd'hui et que tu arrives en France, tu vas à la préfecture, t'es qui? T'es qui? T'es un réfugié. Ça veut dire quoi? Tout d'un coup, via ce projet-là, tu passes d'un espèce d'anonymat à la préfecture de masse, et tout d'un coup, tu es sur une scène, tu es face aux gens, tu les regardes droit dans les yeux et tu leur racontes leur histoire, et c'est pas l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'office qui délivre, l'Office français des réfugiés qui délivre les cartes de séjour. La plupart des jeunes avec qui j'ai travaillé, la seule fois où ils ont raconté leur histoire en France depuis qu'ils sont arrivés, c'est à l'OFPRA. C'est pas tout à fait la même démarche parce que y a toute leur vie en jeu derrière. C'est-à-dire, on te donne le papier ou on te le donne pas. Donc tout d'un coup, la démarche est totalement différente et dans un processus de reconstruction ou tout simplement de construction, d'insertion, de compréhension, bah il y a un truc qui s'ouvre, quoi. Et pour moi, c'était ma façon de dire, c'est ça l'accueil, quelque part. D'accord. Et du coup, ça m'amène à une question aussi que je voudrais te poser, c'est quel rapport on peut entretenir avec les vulnérabilités de certaines personnes avec lesquelles on est amené à travailler dans des projets comme ceux-là. On a forcément une implication, émotionnelle. Ouais. On a forcément une implication qui va au-delà de... Voilà, donc ça c'est une question qui me perd. Donc là, je suis un peu perdue, j'aimerais bien retourner vers Beaubourg. Alors, ça devrait être par là, je pense. Ouais. C'est ça, c'est un peu comme une perte de repère. C'est ça. Mais c'est une question épineuse, c'est-à-dire que mais fondamentale quand on est dans la place que tu des travaux prends... Comme ça. Oui, parce que je leur demande de parler d'eux dans le projet. Donc il faut qu'il y ait une véritable relation de confiance. Ouais. Et en même temps, on est dans un cadre semi-professionnel. C'est-à-dire qu'on va jouer un spectacle devant des gens. Donc on est dans un processus de répétition, de création, d'exigence. Et en même temps, on est sur des sables mouvants, quoi. C'est-à-dire... je reprends ce que je t'ai dit tout à l'heure sur la condition de l'exilé, c'est-à-dire que quand tu fuis un pays en guerre, donc que tu es exilé de façon forcée, ton passé n'existe plus, tu peux plus te construire en fonction de ton passé,
Et en même temps, ton futur n'existe pas encore. Ouais. Donc, tu es dans une forme d'instantanéité totale, qui est en même temps, quelque part, l'endroit du théâtre. Mais en même temps, l'endroit du théâtre, c'est la répétition, c'est la reproduction, c'est la réflexion. Donc, c'est un véritable effort d'engagement. Donc, en cela, ça peut réouvrir des perspectives et en même temps, c'est un exercice difficile. Et est-ce que alors tu dirais que de faire ça, ça participe à la création d'un commun? Et si oui, lequel? Et comment ça se construit? Là, j'ai envie de faire un aparté à ma petite caméra. On ne pourra pas construire le monde de demain sans les nouveaux arrivants en France. On doit travailler ensemble, on doit construire ensemble et on doit s'écouter. Non, vraiment, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que je pense qu'on est super ethnocentré en fait. On est super? On est super ethnocentré. Ethnocentré. Et on arrive dans une période où très concrètement, on est tous dans le même bateau. Et le bateau est en train de, tu vois, à la dérive, quoi. Voilà. Et c'est pas qu'une métaphore, parce qu'il y a des milliers de gens qui meurent tous les jours dans la Méditerranée. Ceux qui arrivent ici, comment on les accueille? Comment on comprend leur endroit? Mis à part en vivant avec eux, quelque part. Après, moi, j'ai beau jeu de dire ça, parce que finalement, moi, je vis avec un Syrien, c'est ma situation personnelle. Donc forcément, à un endroit, j'ai cette nécessité, voire ce devoir d'être à cet endroit-là, quoi. Comme dit Aristote, l'homme est un animal social, donc politique, et l'art, et d'autant plus le théâtre, parce que le théâtre, c'est un art collectif. Le théâtre, c'est l'art du partage et de la transmission. On est ensemble et on va construire une forme qu'on va proposer à un autre ensemble. Et on va créer un plus grand encore ensemble. Et donc du coup, on est dans un espace de... C'est un moyen de faire sauter des barrières, des fractures, des séparations qui sont par exemple très fortement établies pour les personnes immigrées qui arrivent en France. Tout d'un coup, tu récupères ta dignité d'être humain quand tu peux raconter ton histoire. Pourquoi? Autre part qu'à l'OFPRA. Pourquoi? Et comment ça se traduit? En s'appuyant sur l'expérience récente que tu as vécue. Parce que tout d'un coup, tu te présentes sur scène et c'est toi qui crée l'espace de la parole. C'est toi qui crée l'espace du témoignage. C'est toi qui te présentes avec courage face aux autres et par cette présence dans l'instant, tu vas péter toutes les barrières, quelque part. C'est-à-dire que les gens, ils viennent voir un spectacle avec des réfugiés syriens. Qu'est-ce qu'ils viennent voir? On les accueille et on leur dit voilà, je suis réfugié. Rien que ça, finalement c'est quelque chose d'énorme en fait. Voilà, je suis réfugiée et je vais vous raconter comment je le suis devenue, comment ça se passe, qui je suis, et je vais vous le raconter sur cette scène, à cet instant, et on va se marrer ensemble. Attention, parce que le rire, quand même, c'est hyper important. Oui, parce qu'en même temps, est-ce que ce que vous avez fait, c'est pas aussi plus que ça? Et à chaque fois qu'on monte sur scène, on veut sauver l'humanité. Et on a la sensation que... sauver l'humanité, c'est un truc individuel, quelque part. C'est ça la beauté du théâtre, c'est que ça transmet quelque chose de complètement... le théâtre, c'est un art complètement collectif et en même temps qui peut profondément bouger un cœur. Et là, dans une démarche comme celle-ci, c'est-à-dire de travailler avec des jeunes gens qui vont raconter leur propre histoire, mais par le biais de l'art.
Bah, du coup, ça crée une distance. Est-ce que j'allais revenir à la question Ça crée de une distance la pour le distance. public, ça crée une distance pour eux. Et c'est à cet endroit-là que la dignité se place quelque part. Et là, je dis le mot dignité parce que c'est un mot qui revient énormément pour les Syriens actuellement. Donc, Les Syriens ont besoin de retrouver leur dignité. dans ce Parce que qu'ils tu- sont pas plus des êtres humains. Quand tu vis au milieu d'une guerre, quand ton peuple est détruit, décimé, ton pays, il n'y a plus rien. Tu vois, t'es en perte totale de tout ce qui te constitue. À cet endroit-là, l'art peut... moi, je pense que l'art peut sauver une vie à cet endroit-là. Mais pas qu'à cet endroit-là. Il peut sauver les vies de tout le monde. Tu vois. Donc dans ce que tu dis, il y a l'idée que de faire ça fait quelque chose aux gens qui le font, mais pas seulement. Aussi à l'art lui-même. À ceux qui Ça le change reçoivent aussi. Ça change aussi la démarche en elle-même, ça l'enrichit aussi en partie. Comme de la même manière que quand aujourd'hui, on fait un atelier ouais. d'écriture avec des gamins dans une cité, Ouais. ça fait quelque chose aux gens qui le font, mais ça fait aussi quelque chose à la littérature. Quand on Oui, fait de la d'accord, je vois ce danse que tu veux avec des dire. détenus, ça fait quelque Ouais. chose aux personnes qui construisent le travail, Ouais. et aux participants, mais ça fait aussi quelque chose à la danse. Bah, je Est-ce pense qu'il y a cette idée-là dans ce que tu dis? Je pense qu'on arrive à un moment dans le processus du théâtre où on a besoin de reconnecter avec son environnement, avec la société, avec... on a besoin de récits, en fait. On a besoin d'histoires qui nous parlent, qui nous reconnectent et qui nous concernent. On a besoin d'être concernés. Et en fait, je pense que c'est pour ça que la démarche avec les amateurs en général est une chose absolument merveilleuse. Bah, ça me fait penser à une autre interrogation qui fait l'objet d'une partie de notre travail, c'est de se dire le geste artistique peut-il organiser la réception de certaines histoires, et si oui, comment? Et dans ce que tu décris, il y a aussi beaucoup ce processus-là et cette expérimentation-là. Bah ça, c'est le travail du metteur en scène, quelque part. C'est-à-dire celui qui aiguille et qui guide et qui se fait passeur et traducteur entre la scène et la salle. C'est-à-dire que l'acteur, lui, il prend en charge son histoire, qu'elle soit l'histoire d'un personnage ou sa propre histoire dans ce cas-là. Souvent un peu les deux à la fois, Et j'imagine. les deux à la fois, parce que l'acteur ne travaille aussi qu'avec ce qu'il est, au fond. Et le metteur en scène, lui, on l'appelle le troisième œil. Il est le troisième œil. C'est-à-dire qu'il est celui qui voit la globalité de ce qui se passe sur scène. Et par exemple, comment parler de ce qui se passe en Syrie ou comment parler des réfugiés aujourd'hui, tu vois, sur scène. Bah nous, on a pris l'angle, toute la première partie du spectacle, de l'humour. On s'est marré, Ouais. et on se marre avec le public. Ouais. Et le metteur en scène, lui, il sait que ce rire, cette légèreté qui apparaît à un endroit où on attend la gravité, finalement, va activer immédiatement l'empathie. Et donc, il sait, le metteur en scène, que finalement, ce qui va parvenir au public, c'est le courage de la reconstruction, le courage de survivre, le courage de raconter, et de raconter avec des moyens qui sont la langue française, donc la langue du pays d'accueil, et la vidéo, le corps dans l'espace, voilà. Et tu parlais tout à l'heure d'art collectif. Du coup, par rapport à ce travail de la mise en scène, jusqu'à quel point, selon toi, la mise en scène peut-elle être un exercice partagé? Ça, c'est une grande question.
Un jour, j'ai un ami qui m'a dit mais de toute façon, Aurélie, la mise en scène, c'est toujours une dictature. Et moi, je lui ai dit non, je suis pas d'accord. Et j'y croyais. Est-ce que tu peux expliciter un peu ça? Bah, le propre du metteur en scène, c'est de diriger. Il dirige les acteurs. Les acteurs ont besoin d'être dirigés. Parce que sur scène, ils sont dans un espace intérieur. Mais ils ont besoin d'être dirigés vers le partage. Et je pense qu'en fait, la plus grande qualité que peut avoir un metteur en scène, ça serait d'absolument ouvrir un espace de liberté à l'intérieur d'un cadre défini. Et que l'acteur puisse prendre sa liberté à l'intérieur de ce cadre. Mais du coup, ça veut dire une véritable collaboration, un véritable pacte. C'est différent de si on imagine une mise en scène absolument collective. Moi, toutes les expériences de mise en scène absolument collective que j'ai vécues ont été des fiascos. Parce que finalement, il n'y a pas... Enfin, un spectacle, c'est un point de vue, qu'on le veuille ou non. C'est une traduction. Tu vois, pourquoi est-ce que tu montes Bérénice de Racine alors qu'on peut le lire? Parce que tu vas transmettre ce que tu y vois et en quoi ça te connecte au monde dans lequel tu vis et à l'espace public dans lequel tu vis, à l'environnement dans lequel tu vis, aux acteurs du monde dans lequel tu vis. Donc c'est un œil. C'est comme un œil de caméra, quelque part. Dans ce projet que tu as réalisé, Winterguest, comment tu as vécu ça? Comment tu as expérimenté cette chose-là? Qu'est-ce que ça a peut-être permis de... Bah, moi, c'est ça que j'ai essayé de faire, en tout cas, dans Winterguest. C'est-à-dire que ma tentative... Très clairement, c'était de créer en collaboration, mais à l'intérieur du cadre, du postulat que je donnais au début. C'est-à-dire, là en l'occurrence, raconter sa propre histoire sur scène. Ça, c'est le postulat de départ. Après, comment on va faire pour arriver là? Je vais pas te dire, tiens, vas-y, raconte-moi toute ton histoire, puis je vais choisir. Non, je vais dire, j'aimerais que demain, vous veniez tous avec une histoire qui vous tient à cœur et que vous avez envie de raconter ici, sur cette scène. Qui vous semble pertinente ou que vous avez besoin de raconter. Et après, je vois qu'est-ce qui sort. Et après on discute. Ça me parle de ça c'est très fort à un tel niveau. Cette histoire-là, est-ce que tu te rends compte que dans cette histoire-là, il y a tout ça derrière? Voilà. Et après, on retravaille ensemble telle ou telle histoire. Et après, on voit où on la met. Ça, c'est mon boulot. De rassembler les morceaux, par exemple, c'est mon boulot. Et de les guider vers qu'est-ce qui est le plus pertinent pour l'espace de transmission. Et très souvent, ça correspond à ce qui est le plus nécessaire à transmettre pour eux. Comment on se prémunit de l'instrumentalisation, qui peut être une problématique qui on s'en prémunit, on s'en prémunit comme on peut. Quand on crée un espace on peut pas se prémunir totalement de ce que tu dis, de cette instrumentalisation. C'est-à-dire que ça se fait à deux. Moi, je sais que j'ai énormément travaillé avec les jeunes pour être dans un véritable espace de confiance, pour donner autant que je ne recevais, pour créer un espace de liberté. Après, je ne pouvais pas et je ne voulais pas faire tout le boulot, quelque part.
C'est-à-dire qu'après, c'est aussi Donc chacun. ça ne peut que quoi. passer par une certaine forme de co-construction, de co-réalisation. Moi, je vois les choses comme ça. Parce que quand je me... Enfin, il y a des metteurs en scène hein, qui sont extrêmement directifs, qui me disent fais ci, fais ça. Mais si j'étais dans cet espace-là, je me serais pas lancée dans un projet comme celui-là. Est-ce que tu penses pas du coup que cette expérience que tu as vécue, elle interroge aussi sur l'aspect peut-être artificiel de cette barrière amateur-professionnel? Ça c'est la grande question des milieux institutionnels. Je fais de l'art ou je fais de l'action culturelle? Quand je fais de l'action culturelle, est-ce que je fais de l'art? Franchement... Est-ce que quand on est dans des projets comme ceux-là, on ne dépasse pas finalement cette séparation des choses, des cadres, des rôles des uns et des autres? Si, là moi très clairement c'était mon but, c'était de dépasser ça. Et je pense que de fait ça le dépasse. Parce que finalement qu'est-ce qu'on s'en fout de vous? Finalement, qu'est-ce qu'on recherche quand on va au théâtre? On recherche une expérience. Et cette expérience, elle peut passer par des amateurs, elle peut passer par des professionnels, elle peut passer par n'importe quel outil finalement. Et dans le travail avec des amateurs, il y a même quelque chose d'immédiat qui est très difficile à trouver quand on travaille avec des pros. On n'est pas au même endroit, mais en même temps, qu'est-ce qu'on aime? Moi, je sais quand je vais voir un spectacle professionnel, ce que j'aime, c'est tout d'un coup quand l'équipe que j'ai en face de moi a créé un espace véritable d'expérience. C'est-à-dire un espace de vie. Et en même temps, c'est pas pour ça que je vais pas défendre mon métier, le métier d'acteur. Mais moi, j'ai pas du tout la même position quand je suis actrice. Je peux jouer ce que tu veux. Je peux jouer du Marivaux, je peux jouer du Racine. Mais quand c'est à moi qui dois initier un projet, je ne vois pas l'intérêt de parler d'autre chose que de ce qui m'entoure, de ce qui me concerne et de ce qui me semble nécessaire d'interroger au sein de la société dans laquelle je vis, quoi. C'était par ailleurs précisément ce que faisait Marivaux ou Racine quand ils à leur époque. À leur époque. Ah, bien sûr. Bah oui. Et qu'après, pour d'autres raisons, c'est... Bah oui, c'est pour ça que, bon, je sais pas, j'en sais rien, mais je montrerai peut-être un classique un jour, mais je pense qu'on a un désir, on a un besoin de s'approprier l'espace. Pourquoi est-ce qu'il y a le mouvement Nuit debout en ce moment? Parce que les gens ont la nécessité de se réapproprier l'espace public. Et c'est ça la plus belle chose dans ce mouvement. À un moment où la terreur se mondialise, quelque part, où on est sous état d'urgence, où on a peur, on a besoin de réinvestir l'espace public. Je crois que l'art n'est que le reflet d'une société. Donc l'art aussi a besoin de réinvestir un espace qui le concerne réellement. On peut plus être un espace de vitrine. On peut pas. Franchement, moi, le 7 janvier et le 13 novembre, je bossais sur Winterguest. Si j'avais été en train de jouer un Marivaux, j'aurais perdu la foi dans mon art. J'en suis absolument persuadée. Ça, c'est intéressant. J'aurais pas pu. Et j'ai des potes qui m'ont appelé en me disant putain Aurélie, je joue un Molière en ce moment, mais je peux plus, je peux pas. Je peux pas jouer, je sais pas quoi, il y a rien qui me rattache. Tu vois? Oui, très bien. Et c'est pas renier les classiques parce que moi je viens de la littérature et donc j'aime le texte, mais Winterguest c'était une forme d'expérience extrême où je me suis débarrassée du texte et où j'avais la volonté de me connecter et de connecter tout l'espace théâtral à quelque chose qui se passe maintenant, qui est l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on parlerait toujours de l'histoire une fois qu'elle est passée? Je comprends pas pourquoi on m'a parlé de la Seconde Guerre mondiale à l'école. Quand je vois ce qu'on est en train de vivre en ce moment et que je me rends compte à quel point l'être humain ne tire pas leçon de ce qu'il vit. On accueille des gens où on ne les accueille pas. On construit des murs aux frontières. On vend des armes
à des mecs qui bombardent, on bombarde nous-mêmes, on laisse des gens se noyer, et en même temps on comprend dans notre propre pays que là on est concerné par quelque chose qui jusqu'ici ne nous concernait pas. On commence à avoir des personnes qui meurent dans des attentats dans les familles, des personnes qui partent rejoindre Daesh en Syrie dans les familles. On a besoin de comprendre, on a besoin d'interroger, et l'art est cet espace politique de l'interrogation. Et c'est ça l'engagement de l'art, c'est pas la propagande. Tu vois, tu vas pas monter un spectacle pour dire vive Bachar ou vive la révolution. Non. Tu montes un spectacle pour interroger la réalité qui t'entoure. Que ce soit par le biais d'un grand auteur mort ou vivant, ou par le biais d'un processus comme celui que j'ai proposé aux amateurs. C'est-à-dire de créer ensemble une forme qui veut redonner de l'humanité à des concepts comme l'exil, réfugié, demandeur d'asile, migrant. Là, dans le spectacle, on a une scène qui dit « Le migrant revient, le jour suivant, le migrant revient, il est toujours vivant ». J'ai écrit ça à partir d'une chanson c'est le Matou revient normalement. Je sais pas si tu connais cette chanson. Et ben en fait pour moi ça correspondait vraiment à ça. Et rien que de dire ça, et ben ça déconstruit tous les clichés, ça recrée un espace d'humanité, donc de guérison de tout le monde. On peut pas dissocier. On doit s'écouter, on doit construire ensemble. Et en même temps, l'expérience que j'ai vécue dans ce projet m'a aussi montré l'envers de tout ça. C'est-à-dire que, est-ce que c'est possible de vraiment construire ensemble ? Au final, ma réponse c'est que c'est possible de construire avec les personnes avec qui c'est possible de construire. Tu vois, et ça c'est la douleur, et en même temps, c'est la beauté aussi. C'est-à-dire que chaque personne qui est passée par le projet a vécu des choses, a transmis des choses, a interrogé des choses, a donné et reçu, et après a continué son chemin, ou est resté. Finalement, c'est l'histoire de chacun qui s'écrit. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas avoir une société parfaite. Je dis ça parce que pour moi, l'espace du théâtre, la collectivité au théâtre, c'est un miroir de toute société. C'est pour ça que moi, en travaillant avec un groupe de jeunes Syriens, j'ai compris le fonctionnement de la société syrienne et le fonctionnement de la société exilée syrienne en France. Comment est-ce qu'on peut accueillir les gens et mettre créer des possibilités d'insertion à des gens dont on ne comprend pas l'histoire, dont on ne comprend pas le fonctionnement et dont on ne comprend pas l'environnement. Finalement, on plaque. Tu vois ? Ça me paraît être une belle conclusion de tout ce qu'on s'est dit. ورحمة للعاشقين تكلفوا سر المحبة والهوى فضاحوا ورحمة للعاشقين تكلفوا سر المحبة والهوى فضاحوا